Arabelle FM à Bruxelles, sur le 106.8. De retour sur Arabelle pour votre deuxième focus de l'édition de la rédaction. On accueille comme chaque lundi un des partenaires de la rédaction. Place aujourd'hui à l'éditeur Couleur Livre, notre invité Nicolas Rousseau pour parler de son ouvrage Le racisme anti-noir. Bonjour. Bonjour. Nicolas Rousseau, première question. Pourquoi avoir réalisé une étude sur justement ce racisme anti-noir? Alors, c'est une thématique dont on parle peu, une thématique qui est fort méconnue, et avec souvent l'impression en fait que c'est une thématique oubliée un peu dans la lutte contre le racisme. Et beaucoup de personnes pensent en fait que c'est une question qui est réglée et que parler de racisme anti-noir n'a pas beaucoup d'utilité. Or, l'actualité, que ce soit en Italie, en France, en Belgique, de manière continuelle, nous rappelle qu'en fait c'est une thématique qui est extrêmement importante. D'où voilà l'intérêt de remuer un petit peu cette thématique-là via une étude et un livre. Alors justement, comment vous avez procédé pour réaliser votre ouvrage? Alors, on a procédé donc avec ma collègue Mireille Tchiossi-Robert. On a interviewé près d'une centaine de personnes qui sont acteurs dans l'interculturel, dans le domaine de la diversité, que ce soit de manière directe ou indirecte, des chercheurs, des académiciens, des politiques, des antiracistes, etc. Et on leur a posé toute une série de questions sur la négrophobie, comment est-ce qu'elle se manifeste, sur quels stéréotypes est-ce qu'elle repose, mais aussi sur leur connaissance du passé colonial belge et des diasporas africaines de manière plus générale en fait. Alors justement, sur quel stéréotype il repose ce fameux racisme anti-noir? On connaît par exemple ceux flanqués aux musulmans. Le raciste anti-noir, il dit quoi? Alors, les grandes catégories de stéréotypes qui reviennent sont d'abord l'infériorité. Donc en fait, on va avoir une présomption d'inintelligence, d'incapacité. Il y a tout ce qui touche aussi à l'hygiène. Donc le noir est sale, le noir sent mauvais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui expliquent qu'en maison de retraite, les seniors refusent en fait d'être soignés, d'être touchés par une personne noire. Il y a aussi dans le domaine de la brutalité, du sauvage, donc même au niveau sexuel, on a reçu des témoignages qui expliquaient que l'homme africain était quelqu'un de violent et que la femme africaine était quelqu'un de très très libéré au niveau sexuel. Donc c'est aussi cette idée de rapport à l'animalité, à la nature. La question du mode de vie en fait inhérent aussi à la couleur de peau qui est fort présente. Incapables de tenir leur logement, ils vont vivre à 15 alors qu'ils sont prévus pour 5, etc. Et avec aussi les stéréotypes qui sont dits positifs. Donc voilà, ils ont le sens du rythme, ils ont le sens de la famille, etc. Mais tout aussi enfermant évidemment que les autres stéréotypes. Le cliché bon danseur, bon sportif. C'est ça, exactement. Même avec la dimension biologique en fait, le corps serait biologiquement adapté à la puissance et au sport. Donc, voilà. C'est le mythe du bon sauvage en fait. C'est exactement ça. Alors on en parle peu, mais le racisme anti-noir, ce n'est pas quelque chose de neuf, vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'on a des chiffres à ce sujet? C'est très difficile d'avoir des statistiques, je crois. Oui, il y en a, mais il y en a peu. Il y a des grandes tendances. Donc, par exemple, on sait que les Congolais de Belgique sont en moyenne plus diplômés que la majorité de la population belge, même que les Belgo-Belges, entre guillemets. Et ils sont aussi plus au chômage. Donc ce genre de chiffres, de tendances, on en a. Mais des chiffres plus concrets, c'est vrai qu'il y en a peu en fait en Belgique. Donc c'est difficile de matérialiser les choses. Aussi parce qu'il y a parfois une réticence à aller porter plainte ou à se plaindre de telle ou telle action en fait. Alors Nicolas Rousseau, quelles sont les principales observations que vous retirez de votre étude, de votre ouvrage? Il y en a quelques-unes. L'une d'entre elles, c'est une grande méconnaissance en fait par rapport à tout ce qui touche à la négrophobie. Une autre chose, c'est cette notion de mépris en fait. Donc on parle de négrophobie, on a l'impression qu'il y a une phobie derrière. On est pourtant plus dans un registre de mépris, de condescendance que de peur. Et alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais au niveau de la lutte antiraciste et de la manière dont l'antiracisme fonctionne, il y a également pas mal de choses qui sont assez interpellantes en fait. Alors vous venez d'évoquer la méconnaissance du passé colonial. Est-ce que c'est un élément qui pourrait en tout cas alimenter ce racisme anti-noir, cette négrophobie comme certains l'appellent? Oui, bien sûr. Donc, pour revenir sur les stéréotypes, on ne revient pas spécifiquement là-dessus dans le bouquin, mais le lien avec la période coloniale, il est clair. Et on se rend compte que voilà, le passé colonial, on en parle très peu. Il y a un tabou autour de ça. Il y a des auteurs qui montrent que progressivement, après les indépendances, il y a eu une sorte d'amnésie en fait qui a été alimentée durant les décennies qui ont suivi. Et donc voilà, on se rend compte que les stéréotypes, progressivement, ils s'ancrent profondément, de manière souvent inconsciente. Et si on ne déconstruit pas cette propagande coloniale, on ne peut pas déconstruire les stéréotypes aujourd'hui et décoloniser en fait les esprits par rapport à tout ça. Or, ces stéréotypes, ils ont des conséquences concrètes sur le terrain. Alors, méconnaissance du passé colonial, mais également des diasporas africaines en Belgique. Pour le Belge moyen, un noir, c'est un noir, on ne sait pas d'où il vient en fait. Voilà, c'est ça. Par exemple, une des questions était, les Congolais de Belgique sont
investis au niveau associatif plutôt dans quel secteur? Il y avait religion, sport, art et culture, éducation, et pour beaucoup c'était la religion ou le sport. Et donc ça reste encore, ça rejoint un peu les stéréotypes en fait. Et une autre question c'était, pouvez-vous nous citer 4 personnes belges, noires, connues du grand public, indépendamment du sport et de l'art? Beaucoup de nos répondants n'ont pas su répondre. Or c'est des gens qui sont a priori plutôt légitimes et que c'est eux qui parlent en fait de cette thématique-là, et donc ils sont supposés être en contact avec les diasporas et avoir une connaissance plus poussée. Donc cette méconnaissance, qui traduit d'ailleurs aussi une certaine forme de mépris, ben voilà, ça pose problème, ça pose question. Donc plutôt Romelu Lukaku que le docteur Mukwege, par exemple. Par exemple, voilà. Alors justement, on parlait du mot négrophobie il y a quelques instants. Donc négrophobie traduit une phobie, une peur. Pourtant, le racisme anti-noir tel que vous l'expliquez se traduit davantage par du mépris, de la condescendance. Une personne noire, finalement, c'est une personne, un être subalterne. C'est ça. Ça va se traduire en fait dans de différentes manières, notamment au niveau de la manière dont se manifeste la négrophobie au quotidien. Donc, ça va être, on va toucher les cheveux sans demander, on va demander, tiens, tu viens d'où? Je viens de Charleroi. Non, mais vraiment, tu viens d'où? Tout ce qui touche au folklore aussi, hein, la culture du blackface avec Père Fouettard, avec les Noireaux. On a vu récemment la polémique autour des étudiants de Saint-Louis qui se griment le visage en noir. C'est toutes des manières en fait assez insidieuses, mais qui traduisent vraiment du mépris, un peu de la condescendance. Et c'est ressorti très fort des témoignages en fait qu'on a reçus. Alors il y a un autre élément plutôt interpellant, il y a du racisme au sein même des milieux antiracistes. Ce n'est pas un petit peu contradictoire tout ça? Oui, c'est très contradictoire. On a vu en fait qu'il y avait de la négrophobie partout dans la société. Quand les témoignages montrent différents domaines dans lesquels ça survient, on s'est posé la question, est-ce qu'au niveau de l'antiracisme, il n'y aurait pas également une certaine forme de négrophobie? Et on a interrogé les personnes, est-ce que votre association emploie au moins une personne d'origine africaine en lien direct avec l'objet social? Donc si c'est un livreur de matériel, ça ne compte pas. Et avec un contrat relativement stable. Donc, les intérimaires ne comptent pas non plus. Et les résultats étaient vraiment alarmants. Dans l'ensemble, on a 16% des associations dont proviennent les répondants qui emploient une personne d'origine africaine en lien direct avec l'objet social de l'association. C'est déjà très peu. Et si on va dans les sous-catégories, donc par exemple au niveau politique, au niveau des interculturels, on a des chiffres encore plus bas. Donc voilà, ça pose question. Au niveau des acteurs antiracistes spécifiquement, on est un peu plus élevé au niveau du chiffre, mais avec plus de temps partiel par exemple. Donc on voit que même au niveau de l'antiracisme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors au sein du milieu antiracisme, on engage finalement très peu de personnes donc, africaines. Il n'y a pas aussi une forme de concurrence des victimes où finalement, quand un noir se plaint d'une discrimination quelconque, ça sera minimisé par rapport à d'autres combats? C'est possible, c'est possible. La question de la concurrence des victimes, elle revient surtout dans ces domaines-là en termes de concurrence mémorielle. Et donc on rejoint l'aspect colonisation. Donc on est dans la logique un peu Dieudonné qui explique qu'on ne parle pas assez du passé colonial belge, du passé colonial. Ok, jusque-là c'est vrai. Mais lui va alors introduire une dynamique de concurrence en disant si on n'en parle pas assez, c'est parce qu'on parle trop de la Shoah. Et là ça pose problème, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et ça déresponsabilise les gens en fait. Ça veut dire qu'on ne va plus être acteur, citoyen, mobilisons-nous pour qu'on en parle plus, mais on va plutôt être dans une posture de victime en disant mais voilà, on ne contrôle pas, c'est le lobby juif ou les élites qui font en sorte qu'on en parle moins. Et là c'est déresponsabilisant et ça pose question. Oui. Alors face au racisme anti-noir, il y a ce qu'on appelle une question en tout cas du privilège blanc que vous abordez aussi. Peut-être un mot à ce propos? Donc quand on parle de racisme, on sait que c'est le fait que pour certaines catégories de personnes, l'ascenseur social est en panne. Mais on ne pense pas souvent au fait que s'il y a des personnes discriminées, il y a des personnes privilégiées. Donc s'il y a beaucoup de personnes d'origine africaine et d'autres origines qui sont discriminées à l'emploi, c'est d'autant de chance pour moi, par exemple, d'avoir de l'emploi plus facilement. Et donc voilà, de manière générale, être blanc, c'est plus facile dans pas mal de domaines. C'est la norme. Pierre Thévagnan, il dit qu'être blanc, c'est déjà ne pas avoir à se poser la question de ce que ça implique. C'est être là où d'autres sont d'abord arabes ou musulmans ou juifs ou noirs. Mais c'est assez méconnu. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on est dans les discours autour du racisme anti-blanc, par exemple. C'est important de revenir là-dessus pour montrer qu'en fait, c'est une imposture et c'est un non-sens parce qu'on met sur un même pied deux choses tout à fait différentes. Moi, je ne serai jamais discriminé en tant que blanc. Donc voilà, il y a quelque chose à retenir par rapport à tout ça.
Et justement, est-ce que les Blancs, pour le dire tel quel, on dit les Noirs, donc on peut dire les Blancs finalement, est-ce que les Blancs ont conscience de ce privilège qui est un peu inné, ça vient tout seul? Moi, je ne crois pas, dans l'ensemble. D'une part parce que c'est inconscient, parce qu'on ne l'a pas demandé, hein, et puis c'est confortable, il faut bien dire ce qui est, c'est confortable d'avoir ces privilèges. Mais voilà, si on veut après lutter contre cette asymétrie, lutter contre le racisme, on est obligé de passer par là. Et ça passe aussi par une certaine convergence des luttes, donc se rendre compte qu'en tant que blanc, je peux très bien avoir des problèmes, être discriminé, mais alors ce sera peut-être parce que je suis une femme, ou homosexuelle, ou handicapée. Donc il y a une convergence des luttes en termes de rapports de domination qui structurent la société à faire. Lutter contre le racisme, si on ne lutte pas contre le sexisme, par exemple, mais voilà, c'est peut-être pas forcément très pertinent. Alors Nicolas Rousseau, on parle de racisme anti-noir, de négrophobie. N'est-il pas nécessaire d'avoir plutôt aussi un débat sur la terminologie pour mettre les choses au clair? Si, c'est aussi quelque chose qu'on aborde dans le livre. Est-ce qu'on doit utiliser le mot noir, par exemple? C'est un mot qui est très très connoté au niveau historique, mais en même temps ça permet de nommer les choses. Est-ce qu'on dit plutôt black, en référence plutôt aux Afro-Américains, mais... Il y en a qui disent encore négro, hein, donc... Oui, voilà, bon, là c'est... clairement péjoratif. Là c'est quand même plus problématique. Mais donc voilà, il y a effectivement un débat à mener, même au niveau négrophobie, hein, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le milieu, mais est-ce que c'est vraiment de la phobie? Est-ce que ça transparaît vraiment dans la pratique? Voilà, ça c'est effectivement des débats qui seraient intéressants de mener à l'avenir. Alors comment réagir contre ce phénomène, hein, que ce soit le racisme anti-noir ou le racisme de manière globale, vu que c'est un parmi d'autres, parmi vos combats? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a peut-être un des éléments sur lesquels on pourrait revenir, c'est justement l'idée de... On voit qu'au niveau des associations mainstream, subventionnées, il y a peu d'afrodescendants qui vont avoir tendance alors à créer leurs propres associations entre soi, entre guillemets, hein, communautaires. Mais ça suscite de la méfiance, ça suscite de la crainte. Et donc il n'y a pas de soutien, très peu de confiance, pas de financement. Et de ce fait-là, on ne leur permet pas en fait de se structurer et de s'organiser, de développer une position forte, une parole collective forte pour servir d'interlocuteur pertinent sur la scène politique. Et donc, voilà, avec les Italiens, à l'époque, ils ont su se structurer et ils ont pu faire évoluer les choses. Ici, on refuse en fait cette évolution aux minorités. Là, il y a déjà quelque chose qui pourrait être fait. Côté francophone, en tout cas, parce qu'il y a quand même le Forum des minorités en Flandre. Tout à fait, c'est spécifiquement francophone par rapport à ça. 13h, bientôt 17 minutes à la pendule d'Arabelle. Peut-être avant de nous quitter, le mot de la fin, Nicolas Rousseau. Le mot de la fin, je pense à Miss Belgique. Par rapport à Miss Belgique, on a posé la grande question, la polémique, c'était est-elle raciste? Et ma collègue disait justement dans une carte blanche, oui, elle est raciste. Et alors, est-ce que c'est si surprenant quand il y a une telle discrimination structurelle? La question qui se pose n'est pas de savoir si elle est raciste ou pas, mais c'est plutôt d'avoir un débat plus de fond sur l'aspect structurel du racisme. Et donc, ne pas se limiter au rejet, à l'intolérance, au rapport interindividuel, mais comprendre le racisme dans sa globalité pour essayer vraiment de déconstruire tout ça. Nicolas Rousseau, notre invité, qui est venu parler de son ouvrage « Le racisme anti-noir ». Merci d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Merci à vous. Voilà, votre prochain rendez-vous avec l'actualité, 13h30. Mohamed Monder Nemri pour votre synthèse de l'actualité en arabe. C'est la fin de cette édition de la rédaction. Un excellent appétit si vous êtes à table. Arabelle FM, à Bruxelles, sur le 106.8. Arabelle FM. Ouh là là, qu'elle est bonne, qu'elle est délicieuse. Comment ça, quoi? La seule, l'unique, l'originale, la pizza de Royal Pizza. Royal Pizza, c'est 16 ans d'expérience au service de vos papilles. Chez Royal Pizza, chaque pizza est différente. Chaque pizza a son identité gustative pour continuer à vous surprendre. Pour mieux vous servir, Royal Pizza vous attend dans l'un de ses 6 magasins à Bruxelles. Alors qu'attendez-vous pour venir déguster l'une de nos succulentes pizzas? Royal Pizza à Bruxelles, sur place ou à emporter, la seule, l'unique, l'originale. Et sur www.royal-pizza.be.